Télé 50, partout et avec vous. Sans plus de Congolais. L'Afrique a enduré beaucoup d'humiliations, des catastrophes, la traite négrière. Apparemment, on fait de nous d'éternels assistés. Les économies africaines sont secouées à cause de la fameuse pandémie à Covid-19. À Paris, la France a pris l'initiative. Bon, voilà. Au lieu de 5 milliards, on nous parle de 33 milliards. Aide qu'on ne doit pas rembourser. Vous ne croyez pas en ça. Vous dites, on devait nous dédommager. Pierre Mbemba, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes également communicologue. Merci. Eh bien, je crois que si j'ai posé cette question, c'est après réflexion. Il me semble que nous, les Africains en général et les Congolais en particulier, nous devons apprendre à connaître notre histoire. Nous avons subi pendant presque 4 siècles. Des hommes comme nous se sont décidés de venir nous prendre, de nous ramasser comme des marchandises. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Il y en a qui sont morts anonymement dans les océans. Les autres sont arrivés sur terre ferme pour travailler dans les plantations de ce que vous appelez des Blancs, pour qu'eux puissent s'enrichir et que nous soyons éternellement pauvres. Ça dirait à peu près pendant 300 ans. Et puis, ils ont trouvé notre formule. Il fallait coloniser. Cette fois-ci, ils viennent chez nous pour exploiter les matières premières qu'ils ont découvertes chez nous. Et dans cette exploitation, un pays comme le nôtre a payé le lourd tribut. En ce sens que, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, hein, eux-mêmes écrivent, il y a eu plus de 10 millions de morts congolais pendant la période de 1885 à approximativement 2010-2012. Et cet argent est parti en Belgique. Et notre ancien président Mobutu avait souvent l'habitude de dire que la Belgique était sortie de la guerre sans dette. Comment quelqu'un qui rentrait, un pays qui rentrait en guerre, et s'en sort sans dette? Parce que ils avaient découvert déjà l'uranium chez nous, ils ont vendu cet uranium aux Américains, et ça leur a permis d'avoir des relations exceptionnelles jusqu'à aujourd'hui avec les États-Unis. Et enfin, troisième étape, parce qu'eux ils cherchent, nous ne cherchons pas, ils ont dit mais comment nous devons entretenir pour maintenir nos intérêts dans ces pays-là. Ils ont inventé ce qu'on appelle la coopération au développement. Cette coopération au développement consistait en fait à former qui? Des relais. Mais nous n'y avons pas pensé. Parce que si tu as étudié aux États-Unis, si tu as étudié en Belgique, si tu as étudié en Allemagne, en France, dès que vous êtes responsable et qu'on vous demande quelque chose, automatiquement, tu vois là-bas. Parce que tu connais, tu as des, comme vous dites dans votre jargon, vous avez des carnets d'adresses, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, je ne regarde même pas à Dubaï, je regarde directement en Belgique ou en France ou aux États-Unis. Donc, nous sommes préparés à être des relais inconsciemment, sans le vouloir, nous le sommes. Et c'est pour ça, l'autre fois, là, je te disais, quand tu me parlais que notre économie est extravertie, j'ai dit non, c'est le Congolais, dans sa formation, qui est extraverti. Il ne peut pas réfléchir en termes d'introspection. Comprenez? C'est ça le drame. Donc, il ne pense jamais à lui, par lui, avec lui. Alors, automatiquement, il regarde vers l'extérieur. Alors, ceci, j'ai voulu un peu décrire ça pour que nous voyons les 3 étapes. Voilà, un contexte bien planté. Oui, j'arrive, la dernière étape qui est maintenant en mouvement, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Alors, dirigé par qui? Par des grands capitaux. Alors, pendant que j'ai préparé cette émission, je suis tombé sur une information, je dis tiens, c'est intéressant. Eh bien,
il semblerait qu'il y a 15 ans, il y avait 3600 milliardaires. Aujourd'hui, 600 milliards d'aides. Non, milliardaires. Ah, voilà. Aujourd'hui, il y a 26 milliardaires. Donc, 26 individus qui détiennent, j'ai fait des calculs, j'explique que je ne me suis pas trompé, ils détiennent à 26 plus de 1270 000 milliards. Pas milliards, 1000 milliards. Donc nous sommes dans les trillions. 26 individus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent partout. Dans les médias que vous êtes, ils dictent leur volonté, ils font ce qu'ils veulent. L'agriculture. Ils sont dans les bourses. Oui, oui. Ils imposent les prix des matières premières. Ils imposent tout. Ils placent des hommes dans les hautes sphères politiques. Oui. Partout dans le monde. Pas dans le monde, même chez eux. Hein. Ils sont dans les campagnes électorales. Partout. Ils donnent les avions et la fortune pour battre campagne. Ils sont omniprésents. Omniprésents. Ils dictent la loi. Oui, parce qu'ils veulent, eux, diriger le monde. Alors, je me suis posé la question. Et en Afrique, les obéissants, les enfants dociles sont maintenus. Oui. Les rebelles, ou bien on vous élimine. Ça, on vous suscite une rébellion pour vous chasser. Bon, j'espère qu'on va développer ça dans le cours de notre mission. Alors, quelle a été ma réflexion? Je me dis, mais c'est pas possible. Quand on a appelé cette histoire de Paris, l'idée m'est venue de la réunion que Mitterrand avait tenue à La Baule. Comme je ne sais pas, est-ce que c'est un hasard, hein, il a invité des autorités africaines. Elles sont arrivées à La Baule. Quelle était la substance du discours? Maintenant, la France vous dit, les pays qui ne démocratisent pas leur régime ne pourront plus traiter avec la France. Toutes les autorités africaines se sont précipitées dans leur pays pour démocratiser. Une erreur? Une erreur monumentale, parce qu'en fait, c'était une stratégie underground de pouvoir déstabiliser l'Afrique d'une façon, je mets ça entre guillemets, d'une façon gentille. C'est-à-dire que tout le monde comprend bien, bon, la démocratie, on veut. Non, nous avons notre schème comportemental. Si nous ne développons pas ce que nous avons de profond en nous, nous n'irons nulle part. Toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons nié ce que nous sommes réellement et nous sommes en train de naviguer sans boussole dans des eaux dont nous ne connaissons ni la largeur ni la profondeur. Et c'est comme ça, malgré nos grands professeurs dans les universités, tu as déjà vu un seul professeur africain qui a développé une théorie d'économie? Nous apprenons Kant, nous apprenons Friedman, etc. Nous faisons rien. Mais ma réflexion est fondée sur ceci. Quand j'observe 15e siècle jusqu'aux confins du 19e siècle, nous étions des marchandises. Nous avons été chosifiés. On faisait des razzias, on passait dans nos villages, on ramassait ceux qui avaient la force d'âge, des jeunes. Avec notre complicité. Avec notre complicité, les chefs d'État, comme aujourd'hui. On reçu du sel. Oui. On voyait les hommes forts. Oui, le zèle et l'alcool. Hein? Parce qu'on leur donnait l'alcool fort qu'ils n'avaient pas chez eux. Alors ils se mouillaient la gorge et puis bon, on leur prenait tout. Et ça continue aujourd'hui sous d'autres formes. Alors, je me suis dit non. Selon le droit international, ou le droit tout simplement le droit, quand quelqu'un a été exploité, comme nous l'avons été et nous le sommes encore, on appelle en droit, on a droit à demander d'être dédommagé. Parce que non seulement on a décimé nos populations, parce qu'on ne prenait pas les vieillards, on prenait les jeunes, ceux qui avaient force de l'âge, dont le pays avait besoin pour son agriculture, pour son développement. On a pris tous ces gens, on les a amenés. D'abord aux États-Unis d'Amérique, dans le sud des États-Unis, dans les îles, hein, et nous sommes restés dans des villages où il y avait à peine des vieillards. Deuxièmement, deuxième phase, il faut coloniser. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore recommencer de la même façon. Ils ont eu le temps de savoir qu'est-ce que nous avions dans notre sous-sol, dans notre sol, et ils ont commencé à venir les prendre par la force, en nous laissant des miettes. Mais malheureusement, ils avaient compris, parce qu'ils étaient plus intelligents que nous. Ils ont dit, il faut que nous ayons des relais.
Alors, ils ont Vous commencé dites à... qu'ils étaient plus intelligents que nous. Oui, à l'époque. Hein. Moi, je constate ce qu'il Non, y a. ils étaient Ok. plus rusés. Bon, que appelez nous. ça comme vous voulez, je ne veux pas faire de la sémantique. Oui. Je ne suis pas ton ami qui parle du français de la Sorbonne. Hein. Je te le concède. Donc, ils ont malignement préparé leur stratégie en disant que c'est la meilleure façon de les avoir. Nous prenons les enfants des autorités. Les premiers enfants qui sont allés en Europe, c'était les enfants des ministres, des députés qui sont partis. Et on les a pris curieusement à bas âge. Donc cet enfant arrive là-bas, il évolue dans une famille européenne, hein, on lui apprend la culture européenne, et quand il vient ici, il est complètement déboussolé. Conséquence, regardez tous les enfants de ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Nulle part. Il y en a qui sont devenus des drogués, des alcooliques, etc. Hein, j'avais un beau-frère dans la famille qui est mort, plus jeune que moi, il est mort, je crois, à 30 ans, parce que comme son père est mort, bon, lui, il ne comprenait plus rien, bon, il est parti. Parce qu'il ne faisait que boire. Et ils ont bien préparé ça. Mais ils ont continué. Quand ils ont dit qu'ils vont former nos universitaires, on envoie des gens, mais nos gouvernements ne se posaient pas la question, pourquoi on veut former nos enfants? Et pourquoi les former là-bas et non pas ici? Pour qu'on leur donne la bourse. Pour leur donner la bourse. Bon, tout le monde a pris, on a envoyé les enfants. Bon, mais quand tu as fait 5 ans, 10 ans en Belgique ou en France, tu as un peu de la francité en toi, du belge, de quoi, je ne sais pas, allemand, en toi. Parce que tu parles la langue, donc la culture hein, te chatouille. Hein, donc tu penses que c'est ça. Et tu oublies que tu as été envoyé là-bas pour apprendre afin de revenir dans votre pays, essayer de faire, si pas la même chose, faire mieux. Mais nous, quand nous venons, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, tu as un peu d'argent, tu vas acheter une maison à Paris. Tu as un peu d'argent, tu vas acheter une maison à Bruxelles. Parce que maintenant, ça a changé, l'école a changé, maintenant on va acheter à Dubaï, ainsi de suite. Donc, au lieu d'investir dans son pays, on investit à l'extérieur. Et c'est fait sciemment. Parce que moi, j'assistais dans beaucoup de réunions où des Européens, des Français, des Belges, des Américains, autres, qui pensent que non, dans vos pays, il n'y a pas de sécurité, vous allez mettre votre argent chez nous. Et beaucoup de gens, c'est nous qui enrichissons. Je vais te dire une phrase tout à l'heure qui ne sort pas de moi, de feu président Chirac. Donc, les banques européennes, sans se fatiguer, reçoivent des millions de dollars chaque mois venant de l'Afrique. Il y a la contrebande, hein, ça c'est notre problème. Donc nous-mêmes, nous sommes en train d'enrichir ceux chez qui nous allons solliciter d'avoir l'aide. Alors, vous dites l'Afrique a enrichi et continue à enrichir oui. les fameuses, comment on dit, les puissances occidentales. Oui. À Paris, vous avez été mécontent de ce discours de Paris. Ah oui. D'abord 33 milliards. Et vous rigolo. dites qu'on devait réparer les dommages causés oui. aux Africains, à l'Afrique, oui. au lieu de nous parler des aides non remboursables. Bon, si un jour tu organises un peu une émission plus étoffée, je vais venir avec des bouquins, pas écrits par moi, mais écrits par eux-mêmes. Ils reconnaissent combien de millions d'Africains sont morts. Plus de 50 à 60 millions qui sont morts. Et aujourd'hui, ils continuent à mourir. Toutes ces guerres que nous avons chez nous, et regardez, parce que vous êtes des journalistes, faites un peu un journalisme de développement. Vous allez voir que tous les pays africains où il y a des minéraux, tu prends le Niger, il y a l'uranium, tu prends le Mali, tu prends le Cameroun, tu prends le Nigeria, partout où il y a, tu prends l'Algérie, partout où il y a des ressources naturelles, ça les intéresse, ils doivent s'aimer des troubles pour qu'ils ne puissent pas avoir le temps d'utiliser cet argent-là pour le développement de leur propre pays. Et c'est ça notre grande difficulté. Alors, est-ce que nous devons continuer à accepter ça? J'ai dit non. Aujourd'hui, ce que nous devons faire un lobbying, un plaidoyer. Parce que les livres existent, c'est écrit par eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Vous voyez, ils ont pris toutes nos œuvres d'art. Vous allez à Tervuren, en Belgique. Chaque année, ce sont des centaines de millions d'euros qui rentrent là-bas parce que les gens veulent bien voir qu'est-ce qu'il y avait au Congo, les artistes congolais, qu'est-ce qu'ils fabriquaient. Tout ça, qu'est-ce que le Congo reçoit de ça? Or, on nous a enseigné à l'université qu'on doit protéger ce qu'on appelle le droit d'auteur, le droit intellectuel. Est-ce que nous avons ça? Rien du tout. Est-ce que nos autorités demandent ça? Il ne s'agit pas simplement d'aller demander qu'on nous restitue quelques pièces choisies d'ailleurs par eux. Ce que nous devons demander, ces œuvres-là sont des œuvres de nos ancêtres. Nous avons droit
On doit partager le pactole qu'ils ont et c'est ça qui va nous aider de faire certaines choses. Parce que quand on vous parle de 34, revenons à ces 34 milliards ou 35 milliards, c'est tout à fait ridicule. C'est-à-dire qu'on se moque de nous. Parce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Quand ils ont parlé de 650 milliards, mais ce n'est pas de l'argent qui se trouve quelque part. Hein? On décide ça ex nihilo. On dit il y a 650 milliards. Alors on va commencer à vous donner, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs entreprises ici, au Congo, au Gabon, partout. Pour faire quoi? Ah bon, vous voulez construire des routes? Voilà, nous savons comment construire des routes. Vous ne savez pas comment on construit des routes. Vous voulez construire des chemins de fer? Nous allons venir, nous allons construire. Alors, ils vont construire. Qui va avoir l'argent? Eux. Donc l'argent rentre chez eux. Oui, rentre chez eux. Dans leur banque. Oui, net d'impôts. Et puis toi, tu vas commencer maintenant à payer des intérêts. Et comme ces intérêts sont cumulatifs, et je suis étonné que nous avons des grands économistes, mais personne n'a eu l'intelligence de dire, mais pourquoi nous devons emprunter pour payer les intérêts alors que nous devions payer le capital? Parce que si nous effaçons le capital, ce qui reste, donc ce qu'on appelle les pénalités, nous pouvons les négocier. Hein, parce qu'en économie, il y a ce qu'on appelle, quand même, si je prends un crédit et que je le rembourse avant, j'ai droit à ce qu'on appelle un adagio. Parce que j'ai remboursé avant, donc la banque doit me restituer une partie parce qu'il n'a pas coût. Mais je prends encore un autre exemple. Souvent, quand on veut traiter en Afrique, même le crédit, on dit que ce sont des pays, il y a des guerres, des dangers. Donc, au lieu de donner ça à un taux de 5%, on dit 15% parce qu'il y a des dangers. Mais ce que nous devions faire, il faut mettre des clauses. OK. Si pendant cette période qui couvre ce financement, il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de guerre, on doit nous restituer. Non, on ne demande pas. Mais pourquoi on ne demande pas? Parce qu'ils en profitent, ceux qui nous dirigent, pour s'enrichir. C'est pour ça que moi je suis en train de rigoler, j'étais très content d'entendre l'ancien Premier ministre. Quand je lui avais dit ça, il ne me comprenait pas. Il a dit, la Banque mondiale et FMI ne développent aucun pays. C'est la réalité. Hein? Je crois qu'une fois nous avons fait une émission, je t'ai dit, c'est que, pas moi qui ai dit ça, c'est Strauss-Kahn qui l'a dit, que la Banque mondiale et FMI, leur rôle, ce n'est pas de développer les pays, ils accordent ce qu'on appelle des appuis budgétaires. Point barre. Alors, ce que nous devons faire, nous, c'est de connaître d'abord quels sont nos actifs miniers, et en fonction de cela, aller négocier avec les banques d'affaires, qu'on appelle des holdings, pour avoir, bon, c'est vrai, ces banques, par les mécanismes qu'ils ont préparés, ils veulent toujours avoir l'aval de la Banque mondiale et de FMI. OK? C'est pour nous tenir en laisse. Mais c'est à nous à faire sauter ça. Alors, si nous voulons, vraiment, s'ils veulent nous aider, s'ils parlent d'aide, je dis que ce n'est pas une aide. Nous avons le droit, nous aujourd'hui, les Africains, tous réunis, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire, messieurs, dames, vous nous avez suffisamment exploités. Le moment est venu, c'est votre droit, c'est vous qui avez préparé les droits de l'homme. Nous voulons être indemnisés. Et les dirigeants africains sont-ils prêts à tenir un tel discours? C'est pour ça que je viens dire ça, pour attirer l'attention de nos autorités, de tous les Africains. Si nous voulons nous développer, si nous voulons avoir une chance quelconque de pouvoir jouir de nos biens, nous devons nous lever pour dire le pays est à nous, nous vous avons suffisamment enrichi, et pour cela je vais te lire un petit paragraphe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Giscard. Je sais qu'est-ce qu'il disait. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément d'exploitation du continent africain. J'ai cité Jacques Chirac. Il y a d'autres citations. Donc, ils le savent. Là, c'est Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Giscard d'Estaing aussi l'avait dit à son temps. Bon, le problème, c'est nous qui devons savoir. Qu'est-ce que nous voulons? On a fini. Et voilà, un petit mot, parce qu'on est presque à la fin. Bon, malheureusement, alors, ce que je vais demander, c'est quoi? Il faut que tout Africain, où qu'il se trouve, surtout les jeunes générations, nous devons savoir que notre développement dépendra de nous. Nous devons faire un effort. Les Américains sont devenus sexuels parce que pendant un certain temps, ils se sont développés en autarcie. La Russie s'est développée en autarcie. L'Europe seule a reçu des États-Unis
ce qu'on avait appelé les plans Marshall, beaucoup d'argent. Mais ils avaient trois choses. Ils avaient des ingénieurs chez eux qui savaient construire et concevoir. Ils avaient des banques qui savaient gérer. Nous n'avons pas de banques, nous n'avons rien. Donc on ne peut pas parler à nous. Ce qu'on doit faire, pourquoi je parle, qu'on doit nous indemniser, parce que nous avons été victimes et nous continuons à l'être aujourd'hui par des méthodes tout à fait perfectionnées, dont beaucoup d'Africains ne saisissent pas la quintessence. Hein. On dit maintenant, par exemple, la comptabilité au WADA. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Hein? Donc tout, on essaie de formaliser pour que chaque fois nous suivons ces gens-là. Ah, donc il y a beaucoup de ruses dans beaucoup de choses. Beaucoup. Il faut que nous développions notre intelligence et que nous nous mettions au service de cette Afrique et de ce Congo. Je pense que je te coupe pas la parole. Je pense qu'intelligents nous le sommes. Nous avons déjà inventé beaucoup de choses parce que quand tu voyages un jour, va un peu voir, à Terre-Vue, vous allez voir ce que nos ancêtres savaient faire, vous serez étonnés. Mais c'est nous, c'est nos autorités maintenant qui doivent prendre conscience que nous ne pouvons... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Et c'est cette jeunesse consciente qui pourrait faire pression sur les dirigeants politiques afin qu'ils puissent avoir le courage de parler aux anciens maîtres, actuellement partenaires, entre guillemets, et leur parler de manière franche, obtenir et ferme. Voilà, ferme, ce dont on a besoin. Et ça nous demande de nous réveiller. Merci Pierre. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sociologue et communicologue, formé à l'ULB en Belgique, voilà, même si vous êtes affranchi de... voilà. À très bientôt, très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.